Anne Marquier es la directora del Instituto para el Desarrollo de la Persona en Quebec, Canadá, desde 1982. Después de 30 años dedicados a elevar la conciencia de las personas y a potenciar la transformación interior para una nueva conciencia planetaria, se puede decir que ha sido una importante pionera en estas disciplinas. Sus libros, traducidos a infinidad de idiomas, se han convertido en clásicos dentro del mundo del crecimiento personal y espiritual. Libros como El poder de elegir, La libertad de ser o El maestro del corazón. Bonjour Annie. Bonjour. Merci pour être ici avec nous. Et c'est un grand plaisir pour moi. Vous pouvez nous parler de vous? Quel est votre nom? Quelle est votre étude? Quelle est votre profession? Un petit peu avec vous. Oui, ce serait une longue histoire de vous raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais je vais vous donner un résumé qui, en quelque sorte, justifie le travail que je fais actuellement. J'ai toujours recherché à comprendre l'être humain, à savoir qu'est-ce qu'il faisait que l'être humain pouvait être parfois très bon, très généreux et parfois tellement violent et brutal même. Je me suis posé cette question. Dès le début de ma vie, lorsque je suis née en France et lorsque j'ai vu les difficultés énormes de la guerre à l'extérieur de chez moi, en même temps que dans ma famille, il y avait beaucoup d'amour, de paix, de respect, de partage. J'ai donc vu les deux possibilités de l'être humain. Et je me suis toujours demandé comment serait-il possible que les êtres humains, ou est-il possible même que les êtres humains puissent vivre en paix et puissent vivre heureux finalement. Et donc mon parcours de vie a été comme jalonné par ou guidé par ce fil directeur sans que je m'en aperçoive. Je peux faire le point maintenant que j'ai une longue vie derrière moi. J'ai fait d'abord des mathématiques à l'Université de Paris, où je suis allée jusqu'en première année de doctorat, et c'était extrêmement intéressant pour la structure mentale, la rigueur mentale, mais je n'ai pas eu toutes mes réponses. Loin de la science m'a donné quelques réponses de rigueur de pensée. Mais je voulais plus, donc j'ai fait des études ensuite de musique à l'Université de Montréal, au Québec, que j'ai beaucoup aimé et qui m'ont donné un autre aspect de la conscience, du fonctionnement de la conscience. J'ai beaucoup appris là aussi, mais ce n'était pas encore suffisant. Alors j'ai exploré toutes les philosophies, les traditions spirituelles, autant occidentales qu'orientales. J'ai fait un grand séjour d'1 an en Inde, j'ai rencontré des maîtres et je cherchais toujours la réponse à ma question: qu'est-ce que la conscience et comment les êtres humains pourraient faire en sorte d'être vraiment heureux? J'ai eu des réponses, certainement dans toutes les traditions spirituelles, de très très belles réponses. Il me manquait encore un aspect, l'aspect plus, je dirais, plus psychologique. Cet aspect, je l'ai trouvé en revenant vivre au Québec, en Amérique du Nord, où j'ai eu un parcours très approfondi en psychologie transpersonnelle. Et c'est avec toutes ces études décrites très rapidement que j'ai fait ma propre synthèse, avec évidemment mon expérience que j'ai vécue à travers tout cela. J'ai fait ma propre synthèse et j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à transmettre ce que j'avais appris et j'ai commencé donc à donner des cours, des conférences, et j'ai créé l'Institut du développement de la personne au Québec.
où là, j'ai commencé à bâtir un programme qui permet à l'être humain, finalement, de faire cette recherche que moi j'ai faite, de l'approfondir et de trouver vraiment qui il est, de trouver l'essence. Parce qu'au fond, à travers tout ce cheminement, je me suis aperçue que l'être humain est fondamentalement bon. Fondamentalement, il porte en lui une essence qui est d'une grande qualité. Pourquoi se comporte-t-il parfois de façon extrêmement négative et brutale? C'est qu'il y a certains mécanismes de la conscience qui l'empêchent d'avoir accès à cette source à l'intérieur. Et suivant ce chemin-là, j'ai pu bâtir un programme qui permet à chaque personne de trouver sa propre lumière à l'intérieur et de se dégager de ce qui l'empêche de vivre dans cette paix, cette sérénité, cette joie que l'on désire tous finalement. Alors c'est le cheminement, mon cheminement personnel, mes études, mes recherches et mon expérience qui m'ont amené à faire ce que je fais maintenant au sein de l'Institut du développement de la personne au Québec. Mais vous avez fondé l'Institut il y a 30 années. Presque 30 ans, oui. Vous êtes une pionnière parce qu'il n'y avait pas de centre français, je pense. Qu'est-ce que vous avez mené réellement à monter ça? Parce que dans ce moment, il n'y avait pas... Quels ont été votre maître, votre source de... Cela s'est fait spontanément et naturellement. Je pense qu'une de mes sources, c'est que tout ce que j'ai appris dans ma vie, que ce soit les mathématiques, la musique, le yoga, puisque j'ai fait du yoga aussi, la spiritualité, tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai enseigné. J'ai enseigné les mathématiques, je suis une enseignante finalement. J'ai enseigné la musique, j'ai enseigné le yoga et maintenant j'enseigne la maîtrise de la conscience. Donc c'est un processus qui a été très naturel pour moi. Au fur et à mesure que je découvrais ces choses-là, j'ai eu juste en moi le désir de transmettre cela. Alors, il est certain qu'il y a des grands maîtres qui m'ont inspiré par leurs œuvres, comme par exemple Krishnamurti, Alice Bailey, des personnes qui ont apporté au monde des enseignements extrêmement intéressants. Mais je me suis servi de cela avec mon expérience pour faire ma propre synthèse, comme je l'ai précisé plus tôt, et mon propre enseignement. Donc, je n'ai pas suivi une ligne tracée d'avance, et c'est en ce sens que, effectivement, oui, je reconnais que je suis une pionnière, même maintenant où tout cela est bien connu, mais où je découvre des chemins nouveaux. Alors oui, je suis une pionnière, mais cela s'est fait sans que je me pose de questions. Pourquoi? Je l'ai fait parce que du plus profond de moi, il y avait quelque chose qui m'amenait à vouloir partager ces connaissances et cette expérience que j'avais eue. Et en la partageant, je me suis aperçue que cela apportait beaucoup de bien aux gens autour de moi. Alors, puisque ça faisait du bien, j'ai continué. Et comme j'ai continué, cela a grandi, mais très organiquement, très naturellement. Je n'ai jamais forcé les choses de quelque façon que ce soit. Vous voulez décrire vraiment les matières qu'on enseigne ici à l'Institut? Un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais le plus important peut-être, le plus fondamental. Le plus fondamental, en fait, je l'ai décrit dans mes livres en ce qui concerne l'enseignement. Il est évident que cet enseignement que je donne, à un moment donné, j'ai eu le besoin et on m'a demandé de l'écrire, de le mettre sous forme de livre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, les bases de l'enseignement sont, au niveau de l'enseignement en tant que tel, la connaissance des mécanismes de la conscience. Car on nous a déjà dit il y a très longtemps, c'était écrit au-dessus de la porte du temple initiatique de Delphes, « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et ça, c'est le fond de la recherche de l'être humain,
la connaissance de soi, mais pas seulement une connaissance psychologique de surface, une connaissance en profondeur. Et c'est ce que j'offre dans mon enseignement, une connaissance aux 3 niveaux de conscience. L'aspect conscient de l'être humain, l'aspect inconscient et l'aspect supraconscient. Et lorsqu'on étudie et que l'on apprend à connaître, sentir, reconnaître en soi ces 3 aspects-là, on a infiniment plus de maîtrise. Alors c'est sûr que je me suis appuyée sur beaucoup d'enseignements pour arriver à sortir les différents éléments qui décrivaient les mécanismes de la conscience. Ce n'est pas si difficile, ce n'est pas si mystérieux d'ailleurs. Des fois, on pense que cela va être compliqué. Ça ne l'est pas du tout. En tout cas, je l'ai fait simple pour que ce soit accessible à toute personne de bonne volonté qui est ouverte et qui est intéressée à se connaître. Et cette connaissance de soi à tous les niveaux nous amène la maîtrise. Un petit peu comme si on connaît comment fonctionne une auto, on va pouvoir la conduire avec sécurité sur la route. Mais si on nous donne une auto et qu'on ne sait pas comment la conduire, on va faire beaucoup d'accidents. Et c'est la même chose pour notre être. Si on ne se connaît pas soi-même, on fait beaucoup d'accidents dans notre vie. C'est-à-dire, on crée des situations difficiles, on vit des choses que l'on ne veut pas vivre et on ne sait pas pourquoi ces choses-là nous arrivent. Alors que si on se connaît soi-même et qu'on a fait un travail aussi intérieur de dégagement, à ce moment-là, on arrive à avoir la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est avoir la liberté, avoir le pouvoir, la joie, tout ce que l'on recherche. Mais ce n'est pas seulement un enseignement, c'est aussi une expérience qu'il faut avoir. Donc l'enseignement est donné à travers mes livres, la connaissance, la compréhension, extrêmement utile. Mais dans le programme, il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect expérience de cette connaissance, une expérience profonde, directe. Et ça nous donne une maîtrise beaucoup plus grande. Très facile. C'est facile à décrire, mais cela demande évidemment un travail intérieur, cela demande de la pratique, cela demande de la persévérance, mais cela se fait. C'est actuellement en 2011 et les années suivantes qui s'en viennent, l'être humain est prêt. L'être humain est définitivement prêt pour faire ce grand plongeon à l'intérieur de lui-même, autant dans ses racines profondes que dans ses dimensions les plus élevées. Et c'est les 2 aspects qui sont importants à travailler ensemble, pas seulement aspect conscient, ni inconscient, ni supraconscient séparés, mais les 3 ensemble. Et quand on met vraiment les 3 ensemble, on obtient des résultats extraordinaires et rapides. En el Instituto para el Desarrollo de la Persona se imparten diferentes talleres y seminarios. El más importante y concurrido es L'éveil du soi, o Despertar y Manifestación del Ser, que se imparte diversas veces al año y es la puerta de entrada a otras formaciones más avanzadas como Renacimiento, que usa el poder sanador de la respiración. Libertad, para descubrir la belleza y la libertad del momento presente. Poder, Tierra Mágica, Meditación y Cuerpos de Luz, Helios y un largo etcétera. Avec votre livre Le pouvoir de choisir, que ça a été un petit best-seller dans la littérature spirituelle, vous avez donné naissance au mot victimite. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça? Qu'est-ce que c'est la victimite? La victimite est quelque chose qui est bien connu. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose avec lequel on doit se battre souvent intérieurement. C'est simplement un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui nous fait croire que nous sommes impuissants devant la vie et qui nous fait croire que notre vie est là au hasard, que n'importe quoi arrive n'importe quand et puis qu'on n'y peut rien. C'est essentiellement, je dirais, essentiellement une position d'impuissance. Mais c'est une façon de voir les choses. Et on a la possibilité de changer notre perspective et de sortir de cet état de victime. Mais dans l'état de victime, on est très malheureux.
on blâme les autres constamment. Ce n'est jamais notre faute. On est frustré, on est en colère contre la vie, on n'est vraiment pas bien. C'est un état qui est très souffrant. Et c'est dommage, parce que c'est juste un état d'esprit. On pense que c'est ça la réalité. En fait, c'est une illusion. Et on peut sortir de cette illusion qui est très souffrante et on peut définitivement placer notre pensée d'une autre façon. Et c'est ce que je propose dans le pouvoir de choisir, je pourrais dire, une façon de guérir la victimite, c'est-à-dire de s'en débarrasser et de retrouver son propre pouvoir. Et c'est parfaitement faisable. La lecture du livre est quelque chose de très, très utile et puissant. Ça fait faire des prises de conscience majeures, comme de milliers de lecteurs me l'ont fait savoir. C'est très utile, surtout dans notre monde. On a besoin de retrouver notre pouvoir, notre joie, notre certitude. C'est faisable si on arrive à se dégager de cet état d'esprit de victime. Oui, je peux vous dire que ce livre a changé ma vie. Oui. Il y a quelques années, et j'ai décidé de venir ici à Montréal pour vous connaître parce que je pensais que la femme qui avait écrit ça, ça devrait être formidable. Vous pouvez expliquer les principes d'action-réaction? Responsabilité, attraction, réaction. C'est là encore, comme je disais, du point de vue de la victime, c'est un point de vue, une façon de penser que l'on propose pour transformer l'état d'esprit de victime. Au lieu de penser que je suis impuissante dans une vie difficile, où tout se passe au hasard, que je ne peux rien contre les aléas de la vie, et que je suis un pauvre être perdu sur cette planète sans pouvoir, au lieu de penser cela, je peux avoir une autre façon de penser. Je peux, en fait deux, j'en propose deux dans mon livre, une intermédiaire, à savoir que considérer que ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ma vie, mais ce que je choisis de faire avec ce qui arrive. Alors cela nous met déjà en position de pouvoir par rapport à notre vie. Et l'autre position plus fondamentale, on dira, c'est de considérer que mon âme me dirige à chaque instant dans ma vie et choisit pour moi les situations, les événements, les personnes que je dois rencontrer pour me permettre le processus évolutif que je dois faire. Parfois, les situations, les événements ou les personnes sont très agréables. À ce moment-là, on est très content. Mais parfois, notre âme nous propose des situations plus difficiles, plus éprouvantes. Mais si je prends ces situations du point de vue que ce n'est pas pour rien que cela arrive, mais que j'ai une leçon à apprendre de ce qui est là dans ma vie, à ce moment-là, je trouve des ressources à l'intérieur de moi pour faire face à ces difficultés. Je retrouve du pouvoir et je trouve des solutions. Et en général, la vie avance et m'aide dans cette dynamique. Alors que si je pense que je suis impuissante, je coupe complètement mon pouvoir de création et je perds la possibilité d'utiliser ce que la vie m'a apporté pour ma propre croissance. Ça demande du courage de faire face, souvent, mais c'est une solution qui fonctionne. C'est une recette absolue, ça fonctionne à tous les coups. Vous pouvez poser quelques exemples de ce qu'ils sont les mémoires actives? Les mémoires actives, ça j'en parle dans mon deuxième livre, La liberté d'être. C'est tout, disons, un ensemble que j'explique dans cet ouvrage du fonctionnement de la conscience et entre autres de la façon dont l'inconscient est programmé, je vais expliquer ça de façon très simple, mais est programmé par des expériences passées, et particulièrement lorsque ces expériences sont stressantes. Lorsqu'il y a un stress physique, relié à la survie physique, ou un stress psychologique. Lorsqu'il y a eu ce stress, eh bien, l'inconscient enregistre les situations sous forme de ce que j'appelle les mémoires actives, un peu comme un ordinateur. Et pourquoi cet enregistrement? C'est pour nous protéger
dans le futur. Nous protéger peut-être de façon illusoire, mais c'est ainsi que l'être humain est fait, momentanément en tout cas. C'est un système de défense pour nous protéger dans le futur s'il y avait d'autres situations du même genre qui se présentent. Et ce que j'explique, c'est qu'il n'est pas nécessaire que les situations qui se présentent dans l'avenir soient exactement les mêmes, il suffit qu'elles ressemblent un peu, ce qui fait que très souvent, on est en train de réagir dans notre vie présente, non pas en fonction de la réalité du moment présent, mais en fonction d'une mémoire active qui est en train de nous faire agir de façon tout à fait erronée, d'une façon qui n'est pas juste, parce qu'on agit comme on avait agi par le passé, dans une situation qui n'était pas la même. Et on perd ainsi notre pouvoir. Ce fameux pouvoir de vivre dans le moment présent nous échappe. Et si on perd le pouvoir de vivre dans le moment présent, bien à ce moment-là, on prend des décisions qui ne sont pas justes, on fait des choix qui ne vont pas nous servir et on ruine souvent notre vie à partir du mécanisme de ces mémoires. Mais on peut s'en libérer de ces mémoires. C'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est qu'on n'est pas pris avec. On a ça et on est prisonnier de ces mémoires tant qu'on n'a pas fait un travail intérieur relatif à ces mémoires. Mais en ce moment, il y a beaucoup d'outils disponibles et nous en offrons bien sûr aussi à l'Institut pour se libérer de ces mémoires actives et retrouver notre liberté par rapport à notre passé. Donc, la véritable origine de nos réactions émotionnelles ne sont pas à l'extérieur. Non, nos réactions émotionnelles dépendent de notre façon de percevoir les choses. Et notre façon de percevoir les choses dépend des charges que l'on porte à l'intérieur de nous, issues du passé. Certaines réactions émotionnelles proviennent directement de notre âme, elles sont excellentes. Et en général, ce sont des émotions positives, bénéfiques pour soi et pour toutes. Mais les réactions négatives proviennent de l'intérieur de nous. On pense que c'est à cause de l'extérieur qu'on vit des réactions négatives. En fait, c'est simplement l'extérieur qui réactive des choses non résolues à l'intérieur de soi. Mais les personnes sont conscientes de ces mémoires actives, de ces petites bombes, parce qu'on dit bombes que nous avons dans l'intérieur qui peuvent exploser à quoi. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. Ces petites bombes intérieures, là, sont toujours prêtes à exploser. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et oui, c'est difficile. C'est difficile. Oui, c'est difficile parce qu'on se demande même pourquoi on a réagi de cette façon-là et avec cette intensité. Quand on vit des choses de ce genre, c'est simplement parce qu'il y a une mémoire qui a été réactivée. Et à ce moment-là, au lieu de blâmer le monde ou les gens autour de nous pour ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, c'est important de regarder à l'intérieur. Et nettoyer. C'est ça. Faire la vaisselle. C'est ça, absolument. Faire le ménage à l'intérieur. Et ça se fait très bien. On a des outils pour cela. Et quand on est libéré de ces mémoires actives, à ce moment-là, on peut rencontrer les mêmes personnes, vivre les mêmes événements, au lieu de partir dans la colère, la frustration et des émotions négatives qui nous enlèvent notre énergie et notre pouvoir, eh bien, on va pouvoir agir de façon vraie, de façon juste, avec du pouvoir, avec de l'énergie. Cela ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce qui nous entoure, mais on va arrêter de se perdre dans les réactions émotionnelles. Nos réactions émotionnelles nous enlèvent notre énergie. Les réactions issues des mémoires actives. Les réactions émotionnelles de haut niveau, comme la générosité, la compassion, bien sûr, cela, ça vient de notre âme, ça ne vient pas des mémoires actives. Ça, on peut le garder. Dans le livre La liberté d'être que vous avez parlé, vous parlez aussi de 5 structures du caractère, ou 5 masques que nous utilisons, les humains. Est-ce que vous pouvez les expliquer, les décrire vraiment? C'est difficile parce que c'est tout autre le livre que vous parlez de ça, mais vous pouvez dire quels sont les principaux traits de cette... Je peux, disons, le décrire vraiment en très, très gros. Ce sont 5 grandes structures qui se construisent au fur et à mesure de l'expérience de la vie.
Et comme en tant qu'être humain, on a à peu près tous la même histoire, on vit tous dans le même monde, n'est-ce pas? Alors, on a observé que dans l'inconscient se structuraient 5 grandes dynamiques, 5 grands systèmes de défense. Ces systèmes de défense ont été reconnus par différentes personnes en psychologie, en psychanalyse, et j'en ai fait une synthèse pour mieux comprendre ce à quoi cela se rapporte dans notre vie présente et aussi éventuellement, si on est familier avec cela, dans nos vies passées ou nos mémoires ancestrales. On peut voir ça de façon très très large. Il y a une première structure qu'on appelle la structure schizo et les noms des structures sont un petit peu psychanalytiques, mais il faut les prendre, disons, plus au niveau très général psychologique. C'est leur origine qui m'a fait garder ces noms. On aurait pu les appeler structures 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement. La première structure, donc, c'est une structure qui nous fait désirer ne pas être ici. On est déconnecté de la réalité parce qu'on a des mémoires justement du début de notre vie physique qui ont été très difficiles ou antérieures qui ont été très difficiles. Alors on ne veut pas être dans le monde physique. Donc on est dans les rêves, on est dans les nuages, on a de difficultés à s'impliquer dans la vie, à s'impliquer dans les relations et on a des difficultés à avoir un travail régulier. On n'arrive pas à s'impliquer dans la vie, tout simplement, dans la vie de tous les jours. Et souvent, on se demande pourquoi. Il y a quelque chose qui nous empêche. C'est la mémoire de cette structure-là qui nous en empêche. Ça, c'est la première structure. La deuxième structure est une structure de manque. Et elle s'est construite au moment où on a vécu un manque, soit physique, comme par exemple on est mort de faim, soit affectif. On a manqué de ce dont on avait besoin au début de notre vie. Et à ce moment-là, il y a un système de défense qui fait en sorte que dans les dynamiques de la vie quotidienne, eh bien, on va toujours vivre avec ce sentiment de vide et de manque à l'intérieur. Donc, on va essayer de le combler. Et on essaye de le combler de 1001 façons. On va magasiner, on achète, on se remplit de biens matériels ou bien on court à travers les relations affectives. On essaye de remplir ce vide et ce manque ou les distractions, n'importe quoi. On essaye de se remplir pour essayer de ne plus sentir ce manque. Mais ce manque, on le sentira toujours tant que les mémoires qui ont construit ces structures-là sont présentes. Et dès qu'on les enlève, on n'a plus besoin de se construire de cette façon-là. Alors il faut voir que ces grandes structures de l'inconscient sont construites à partir de ce que l'on présentait tout à l'heure, disons il y a quelques instants, les mémoires actives. C'est d'un certain type de mémoire active qui, lorsqu'elles sont installées à l'intérieur de nous, nous font nous comporter d'une certaine façon. Alors, il y a ces premières structures qui sont dans les nuages. Il y a les deuxièmes structures qui sont toujours en train de vouloir prendre et se remplir. Troisième structure, facile à décrire, celle-là, c'est la structure de la victime. On se plaint de tout, on blâme tout le monde a tort, et on est pauvre, on est malheureux, on est impuissant, et on ne reconnaît pas notre pouvoir, bien sûr. Et je décris 2 types de victimes, la victime passive qui se plaint constamment mais ne fait rien pour sortir de sa situation, bien évidemment, et puis il y a la victime active qui est le sauveur qui va sauver les pauvres victimes. Cela, on s'en sort avec le principe de responsabilité-attraction dont on parlait un petit peu plus tôt, et aussi la guérison intérieure. La 4e structure, c'est une structure qui se construit lorsqu'il y a, disons, un manque de reconnaissance de notre essence naturelle profonde et un désir de performer constamment. Donc la personne dans la 4e structure, qu'on appelle souvent psychopathe, doit toujours performer pour être aimée. Elle ne se sent pas aimée si elle n'a pas le succès absolu, disons, l'approbation générale. Ça lui prend tout le temps d'être reconnu, aimé, admiré, et plus encore. Et ce n'est jamais assez, parce que ce n'est pas ce que l'on reçoit de l'extérieur qui va faire la différence. Mais
ce que l'on reçoit, ce que l'on guérit de l'intérieur, exactement. Alors ça, c'est la structure psychopathe qui paraît, qui brille. On ne peut pas manquer cette personne dans une réunion, on l'entend, on la voit. Il faut, pour cette personne-là, être vue et reconnue. Et je passe très rapidement, la 5e structure, c'est la structure qu'on appelle rigide, où on a eu une grande blessure affective dans le passé. Et à ce moment-là, on a décidé de se fermer au niveau émotionnel, ne plus rien sentir. À ce moment-là, on fonctionne uniquement avec notre tête. Le cœur est fermé. Et cela donne des personnes très froides qui calculent, qui comptent et qui ont de grandes difficultés à entrer en relation, mais qui essayent de tout contrôler, par exemple. C'est le contrôle dans cette structure-là. Donc, ces 5 grandes structures de défense, et on ne peut pas blâmer personne d'avoir ces structures. C'est bien important de reconnaître que si l'on est pris dans ces structures, c'est pas parce qu'on n'est pas bon ou pas correct. C'est simplement parce qu'il y a eu de la souffrance et qu'on a pu gérer cette souffrance simplement qu'en construisant un système de défense. Mais maintenant, ces systèmes de défense dans notre vie, ils nous étouffent. Alors, à un moment donné, on a le désir de se libérer de ces systèmes de défense. Et pour cela, il faut aller faire un travail de guérison en profondeur dans l'inconscient. C'est vraiment possible de se libérer de la masque? Oui, c'est tout à fait possible de se libérer. Tout mon programme, disons, une grosse partie de mon programme est consacrée à cela, le travail de guérison du passé. Donc, on ne va pas directement se libérer d'un masque, on va faire la guérison des souffrances issues du passé. Et quand on se guérit des souffrances issues du passé, naturellement, les masques tombent, on n'en a plus besoin. Et le travail à faire, c'est différent pour chaque masque ou c'est le même travail pour tout le monde? En essence, c'est le même travail. Il faut aller défaire les mémoires. Mais de façon plus précise, chaque structure a des points faibles à travailler. Mais aussi, chaque structure a des points forts qui émergent naturellement quand la faiblesse a été dégagée. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On n'est pas juste pris dans ces structures. Ces structures sont des réservoirs d'énergie. Et si on dégage les souffrances qui ont construit ces structures, à ce moment-là, on retrouve les qualités de la structure. Et moi, je suis témoin de cela, disons, constamment avec le travail de mes participants. Ça serait la lumière intérieure? Oui, sorte. Absolument. La lumière intérieure émerge naturellement et avec des qualités particulières pour chaque personne. Vous le voyez souvent? Vous le voyez souvent dans votre... Oui, je suis témoin constamment de cette émergence de la lumière et ce n'est pas une émergence philosophique, c'est vraiment une émergence dans la beauté de la personne, toutes ces qualités qui se manifestent spontanément, sans même que la personne s'en aperçoive, parce que ces qualités étaient là, mais elles étaient bloquées par le système de défense. D'accord. Vous parlez beaucoup de la vocation de service. Qu'est-ce que c'est le service et à quoi sert? Pourquoi c'est important? Le service, en fait, c'est, je le dis souvent, comme la respiration de notre âme. Notre âme est là pour apporter une contribution dans le monde. Notre âme, ou ce que l'on est au niveau de notre âme, parce que notre âme, c'est notre essence, c'est ce que l'on est vraiment, hein, bien, notre essence, elle est complète en tant que telle. Elle a toutes les qualités et lorsqu'on vit dans notre essence, on est plein, on est rempli d'énergie, de joie, d'amour, de compassion, de créativité, de conscience. Et toutes ces qualités-là, bien, ce que l'on veut faire dans notre vie, c'est les partager. Les partager dans une activité de service, offrir à d'autres toutes nos qualités, contribuer à la construction d'un monde meilleur. On sait que notre monde a besoin de grandes transformations. Alors, quand on vit au niveau de notre essence, on n'a pas besoin de se forcer,
cela vient naturellement, on a juste le goût de partager notre richesse intérieure avec d'autres. Et on le fait à travers une activité de service, qui peut être n'importe quoi. Je le dis souvent, on n'a pas besoin d'être Mère Teresa pour servir. On peut être un professeur, on peut être un avocat, on peut être un homme d'affaires, on peut être une mère de famille, on peut être un boulanger. On peut servir exactement là où on est. C'est un état de conscience. Le service est un état de conscience supérieur. Et l'amour inconditionnel? Et l'amour inconditionnel, bien sûr, c'est quelque chose qui émerge naturellement lorsque notre essence est dégagée, lorsqu'on libère notre essence de toutes ces vieilles choses du passé que l'on porte en soi. Eh bien, une des grandes qualités qui émerge, c'est l'amour inconditionnel. Non plus l'amour conditionnel disons, de nos mécanismes de l'ego, je t'aime si tu m'aimes, n'est-ce pas? Ou des choses de ce genre, mais un amour généreux, inconditionnel, qui est juste là pour être partagé et qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui donne simplement et qui est heureux de donner. Il y a des personnes qui disent que l'amour inconditionnel, c'est pas autre chose que l'acceptation totale. Oui, tout à fait, cela commence avec cela. L'acceptation totale de chaque personne, de chaque chose telle qu'elles sont, chaque chose telle qu'elle est. Oui, c'est la base, disons. Sans acceptation, il n'y a pas d'amour. Vous comparez souvent notre cause avec une machine qu'elle nous a donné sans ce livre d'instruction. Oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, de cette machine? La machine, l'ego machine. L'ego machine, c'est quelque chose qui a été reconnu depuis longtemps en disant c'est simplement notre ensemble physique, émotionnel et mental, un ensemble de mécanismes qui, en eux-mêmes, n'ont pas la connaissance. Notre structure mentale a certaines connaissances, mais extrêmement limitées. Et notre essence est là pour utiliser notre ego, cette machine extraordinaire qui est notre ego, pour exprimer sa volonté dans le monde. Parce que si on y pense bien, on a un corps physique, on a des émotions, on a des pensées. Mais qui a ça? Qui a ça? Qui a ça? Alors, depuis des millénaires, toutes les traditions ont reconnu que nous sommes une essence profonde qui possède un instrument qui s'appelle l'ego, fait de pensées, d'émotions et d'énergie physique. Alors ça, c'est un instrument. Un instrument, c'est une machine. Le problème, c'est que lorsqu'on n'est pas en contact avec notre essence, c'est la machine qui conduit notre vie. C'est un petit peu comme si on monte dans une auto, puis c'est l'auto qui dirige notre voyage. On se doute que le voyage ne va pas être très agréable. On va vite aller dans le fossé. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. On souffre souvent. Tandis que si on reconnaît qu'on possède ce véhicule et qu'on devient conscient du conducteur, à savoir notre essence, à ce moment-là, on maîtrise cette machine extraordinaire qui est faite de pensées, d'émotions et d'un corps physique. On peut faire en sorte que cette machine de l'ego soit sourcée par la lumière de notre âme et serve l'intention de coopération et de création de notre âme dans le monde. L'ego, c'est une chose qu'on parle souvent dans toute la discipline. Comme définissez-vous l'ego? Il faut le battre, il faut le comprendre, il faut le tuer. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'ego? Ah, bien, c'est très simple. Hein, vu que nous venons de le définir, l'ego, c'est donc notre ensemble physique, émotionnel et mental. On ne peut pas tuer l'ego, c'est notre instrument. C'est un peu comme un musicien, un pianiste qui veut jouer du piano. Et si son piano n'est pas bien accordé, il ne va pas détruire le piano. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va
le réaccorder, il va le réparer pour pouvoir jouer de la belle musique. Notre âme est un peu comme le pianiste. Elle a besoin d'un instrument qui est corps physique, émotionnel et mental pour exprimer son intention dans le monde. Donc, il n'est pas question de tuer l'ego, il n'est pas question de le supprimer, il est question de le dégager, de le réparer et de l'aligner avec la volonté de notre âme. Et à ce moment-là, notre ego est extrêmement utile, c'est notre instrument. Comme un instrument de musique est utile aux musiciens, indispensable. Notre ego est indispensable à notre âme pour que notre âme puisse apporter sa lumière, son amour, sa créativité, sa conscience dans le monde. On a besoin de cet instrument. Mais le problème, pourquoi souvent on s'est battu contre l'ego, c'est parce que l'ego prenez les commandes et n'écoutez pas les directives de notre âme. À ce moment-là, si l'ego fonctionne tout seul, là, on a des difficultés, effectivement, parce que l'ego a un ensemble de mécanismes qui sont contradictoires avec la volonté de notre âme. Alors, c'est pour ça que souvent, on s'est battu contre l'ego. Mais ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de comprendre, justement, c'est ce à quoi je m'efforce depuis des années, comprendre cette structure de l'ego et la réparer, l'assouplir, l'aligner, la guérir, parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui sont prises dans notre ego. Et une fois que tout ça est fait, notre ego est disponible et notre âme peut s'en servir. Vous pouvez définir qu'est-ce que c'est l'abondance? Ah, l'abondance. L'abondance est quelque chose qui a souvent été mal comprise. J'ai une façon bien particulière de définir l'abondance au niveau de l'âme, justement, au niveau de notre conscience supérieure. L'abondance dans la conscience inférieure, au niveau de l'ego, c'est simplement une accumulation de biens matériels et qui se fait à partir des structures de l'inconscient, à partir de la peur du manque, etc., ou à partir de l'orgueil, donc des structures qui sont peu intéressantes. C'est pas de cette abondance que l'on parle. De mon point de vue, en tout cas, lorsqu'on parle de l'abondance au niveau de l'âme, on parle de cette capacité que l'on a de créer ou d'attirer à soi ce dont on a besoin, quand on en a besoin, pour pouvoir manifester les désirs de notre âme. Cela veut dire que si on est vraiment en connexion avec notre âme, notre essence profonde, bien, et que l'on sent son intention, et si on est bien aligné avec elle, notre âme nous donne comme une baguette magique pour attirer à nous exactement ce qu'on a besoin. Et c'est ce qui explique souvent qu'il y a des coïncidences dans notre vie, des synchronicités. Ça, c'est parce qu'on est en contact avec notre âme, et que notre âme, tout de suite, nous donne un peu de magie dans notre vie. Chaque fois qu'il y a de la magie dans notre vie, c'est parce qu'on était aligné avec, des fois sans le savoir, avec l'intention de notre âme. Mais on peut cultiver cela. On peut cultiver cette capacité de connecter avec la présence, cette présence intérieure. Et à ce moment-là, ce que l'on va créer, cela va se faire très facilement. Mais on ne créera pas d'abondance au niveau de l'ego. Ce sera une abondance naturelle, magique, qui nous servira à participer, à contribuer, à aider d'autres êtres humains. Ce ne sera pas une abondance pour notre petit ego personnel, mais c'est une abondance qui va nous rendre profondément heureux. Comment est-ce que nous pouvons éviter de juger, vous dites juger les autres personnes? Comment éviter de Comment juger? éviter de juger? Je pourrais faire une réponse très simple, mais je vais dire d'abord pourquoi les jugements, pour expliquer ma réponse, pourquoi les jugements que l'on porte sur les autres sont souvent erronés? Eh bien, tout simplement parce qu'on perçoit les autres à partir du contenu de notre propre conscience. Et notre conscience n'est pas encore totalement illuminée, donc nous portons des peurs, des craintes, des conditionnements issus du passé, et on perçoit les autres à partir de nos conditionnements, c'est-à-dire notre perception des autres est fortement altérée par nos expériences passées, nos conditionnements socio-culturels, etc. Donc, la façon dont on perçoit les autres n'est pas juste. Elle est fortement distorsionnée.
Donc les jugements que l'on porte sur les autres ne sont pas nécessairement justes. Le problème vient lorsque on pense que nos jugements sont absolument justes. Là, on a des difficultés. On n'a pas de perception juste de la réalité. Lorsqu'on se rend compte de cela, bon, ça ne nous empêche pas d'avoir des opinions, mais à ce moment-là, on garde notre esprit ouvert. On dit, ben, ça, c'est ma façon de percevoir telle personne ou tel événement. C'est ma façon. Maintenant, je sais que je peux peut-être élargir ma façon de percevoir. Donc, plutôt que de porter des jugements décisifs sur des personnes, on peut mettre un petit peu de nuance, disons, dans notre façon de juger et ne pas s'appuyer uniquement sur et définitivement sur nos jugements parce qu'ils peuvent être erronés des fois et même souvent. Pas facile, hein? Non, c'est pas facile parce que justement un des mécanismes de l'ego c'est de juger. Mais lorsqu'on a pris conscience de cela, c'est pas compliqué. Lorsqu'on a pris conscience de cela, à ce moment-là, on est plus prudent. On regarde la vie et les choses d'un autre œil. Et à ce moment-là, c'est ça qui est extraordinaire, notre âme nous aide à voir plus clairement. Il y a une chimie qui se passe à l'intérieur de notre conscience. À partir du moment où on s'ouvre un petit peu, tout de suite, la lumière de notre âme est là et nous permet de voir plus clairement. Et lorsqu'on voit plus clairement, à ce moment-là, les jugements que l'on porte ont des chances d'être beaucoup plus justes et utiles aussi. Est-ce que nous avons beaucoup de moi contradictoires à l'intérieur? À l'intérieur de soi, oui, on n'est pas encore totalement unifié. On est fait de toutes sortes de petits morceaux. Certains veulent une chose, d'autres veulent d'autres choses, oui. C'est une façon de percevoir l'être humain sous forme de multitude de petites sous-personnalités. Cela se travaille en particulier en psychosynthèse et c'est extrêmement intéressant de voir comment le travail intérieur, en faisant la guérison des différents aspects de notre personnalité ou de notre ego, pour moi c'est la même chose, ego ou personnalité, hein, en faisant le travail de guérison de l'intérieur, comment tous ces petits moi qui sont contradictoires et qui livrent une bataille effrénée à l'intérieur de soi, tranquillement se calment, s'apaisent et s'harmonisent les uns avec les autres. Et c'est seulement quand cette bataille intérieure commence à se calmer que là, notre âme peut utiliser son instrument, on va dire cela comme ça. Mais cela demande la position de témoin, c'est-à-dire être témoin des mécanismes de notre personnalité, justement, témoin de nos pensées, témoin de nos émotions, témoin des réactions de nos corps physiques. Cette position de témoin est extrêmement puissante. Votre dernier livre était Le Maître dans le cœur. Oui. C'est vrai que le cœur est intelligent, qu'il a de neurones à l'intérieur pour penser. Oui. C'est très extraordinaire. C'est très extraordinaire. C'est quelque chose qui a été découvert très récemment, il y a seulement, disons, quelques décennies à peine, disons, fin du XXe siècle. On a découvert effectivement qu'il y avait un système très semblable à celui du cerveau dans le cœur, des neurones. Puis on s'est demandé à quoi ça sert. Et en faisant des expériences, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des circuits qui connectaient le cœur, le cerveau du cœur au cerveau de la tête. Et ça a été testé scientifiquement. Hein, et que même souvent, dans certaines circonstances, le cœur décidait et la tête suivait. Et quand cela arrive, on a une vie extraordinaire. C'est-à-dire que le cerveau du cœur fonctionne à un niveau supérieur de conscience. Le cerveau du cœur nous donne, au niveau mental, des pensées d'une créativité extraordinaire, en fait, nous donne du génie, on pourrait dire, nous donne une intelligence beaucoup supérieure à celle du cortex cérébral, une intuition juste. Ça, c'est au niveau mental, hein, une intelligence supérieure. Nous donne au niveau des émotions de bonté, de générosité, de fraternité, d'altruisme, de compassion, d'amour, toutes les plus belles émotions que l'être humain peut vivre proviennent de ce fonctionnement du cerveau du cœur. Et lorsque le cerveau du cœur fonctionne, lorsqu'on se sert de notre cerveau du cœur, eh bien le corps physique est en santé. Par contre,
le fonctionnement habituel de l'être humain jusqu'à présent n'était pas avec le cerveau du cœur, était avec le cerveau de la tête. Et il y a des circuits de neurones qui ont été étudiés et qui correspondent à des pensées, mais des pensées limitées, qui correspondent à des émotions négatives de peur ou de manque, d'orgueil, de séparation, d'égoïsme, etc. C'est des cerveaux différents. Excusez. Ce sont des circuits différents de neurones dans la tête qui donnent cette façon de réagir à la vie, cette façon de penser, cette façon d'avoir des émotions et aussi des réactions hormonales physiques. On a deux types de conscience. C'est ce qu'on vient de découvrir maintenant et c'est ce que j'explique très précisément dans mon dernier livre, Le Maître dans le cœur. On a accès maintenant à deux types de conscience. La conscience inférieure, habituelle, qui n'est pas catastrophique, mais qui est extrêmement limitée et qui donne le monde que nous avons actuellement, le monde de séparation, de violence et de manque d'amour et de guerre. Et on a aussi un autre aspect de la conscience qui utilise le cerveau du cœur. Et lorsque le cerveau du cœur est utilisé, à ce moment-là, on a l'être humain à son meilleur. C'est très physique, c'est très scientifique et ça correspond à ce que tous les grands maîtres de la sagesse nous ont enseigné depuis des millénaires. Alors la science et les traditions spirituelles maintenant se mettent ensemble pour reconnaître cette dimension supérieure de l'être humain et cette capacité de l'être humain d'agir en fonction de cette dimension supérieure. Et il se trouve que maintenant, les êtres humains sont prêts à utiliser ce cerveau du cœur. C'est pas pour rien que ces découvertes ont été faites. C'est parce qu'un certain nombre d'êtres humains sont prêts. En parlant de la conscience inférieure et supérieure, quand j'ai demandé à beaucoup de gens quelles questions vous poserez, si vous pouvez vous demander quelque chose, vous avez quelques questions à Annie marquées. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'elle nous donne des outils pour se maintenir dans la conscience supérieure, des outils pour le quotidien, pour chaque jour. Qu'est-ce que nous pouvons faire chaque jour dans notre vie ordinaire pour nous maintenir quelque chose de facile, pour faire quelques conseils. Oui. Je peux donner quelques conseils. En fait, j'ai consacré toute la troisième partie de mon livre, Le Maître dans le cœur, pour justement expliquer comment cultiver notre jardin, c'est-à-dire faire fleurir les 1000 fleurs de notre âme. Donc c'est quand même assez complet. Là, en bref résumé, il y a d'abord cette position de témoin que je propose, c'est-à-dire qu'au lieu de se laisser entraîner immédiatement par ce qu'on pense ou ce qu'on sent, de s'entraîner à regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, prendre une petite distance par rapport à nos pensées, nos émotions. Et simplement en prenant cette distance, on commence déjà à donner un petit peu d'espace à notre âme. Alors ça, c'est un travail, disons, qu'on approfondit bien sûr, disons, dans nos sessions, mais ça peut se faire au quotidien quand même, d'être conscient que l'on a ses pensées et ses émotions, au lieu de se laisser emporter tout de suite par ce qu'on pense ou ce qu'on sent. Prendre la position de témoin. Ensuite, bien sûr, faire le silence à l'intérieur de temps en temps, méditer. Ça, la méditation a été recommandée depuis des millénaires, et c'est toujours bon. Ils ont prendre le temps de faire le silence à l'intérieur, arrêter nos pensées autant que c'est possible. Et toutes les techniques sont bonnes. C'est pas la technique en soi, c'est vraiment la pratique qui compte. C'est prendre du temps pour notre âme à tous les jours. Aussi, ce que je suggère souvent, entrer en contact avec la nature. La nature nous donne l'exemple de la beauté, de l'harmonie, du silence aussi. Faire de grandes marches dans une forêt au bord de la mer. Entrer en contact avec les éléments de la nature. C'est quelque chose qui nous ressource à l'intérieur. Aussi la musique, mais la bonne musique. Choisir des musiques qui élèvent notre âme. Et l'art en général. L'art, la beauté,
nous met en contact avec notre âme, parce que notre âme est faite de beauté. Et les grands artistes sont en contact avec leur âme. Donc lorsqu'on écoute ou l'on regarde leurs œuvres, cela nous met en contact aussi avec notre âme. Aussi être près des enfants. Les enfants sont proches de leur âme. Et jouer avec eux, les écouter, être au diapason avec eux, ça nous met en contact aussi avec notre âme. Ce sont des choses très simples, mais qui, dans le quotidien, nous rappellent qu'on n'est pas juste cette tête bourrée de soucis et de préoccupations et de projets, mais qu'on a aussi quelque chose de plus tranquille à l'intérieur. Des fois, cultiver un jardin, cultiver la terre, ça, si on peut le faire, c'est excellent. C'est très simple aussi. Avoir des fleurs. Les fleurs sont, disons, les beautés de la nature. Tout cela, ça nous crée un environnement facile. Disons, je donne des outils très, très simples, disons, du quotidien. Ça n'empêche pas qu'il faut faire aussi un travail intérieur de guérison en profondeur. Mais pour le quotidien, évidemment, des bonnes lectures. Parce que les bonnes lectures entretiennent notre mental à un niveau supérieur. Et notre mental, il a besoin de se nourrir. Alors, soit on le nourrit de choses émotionnellement très agitées, comme des programmes de télévision ou des journaux, des choses qui sont à vibration très basse, ça ne nous aide pas. Ou bien on le nourrit avec des choses à vibration plus haute, des bons livres, des bonnes émissions de télévision, mais bien choisies, qui nous inspirent. Trouver des choses qui nous inspirent finalement, des gens aussi autour de nous. Il y a des personnes qui sont supportantes, puis d'autres qui nous dépriment. Choisir nos amis. Oui, c'est vraiment, au fond, globalement parlant, c'est prendre soin de notre propre taux vibratoire. Il y a des personnes, des événements, des situations, des choses qui élèvent notre taux vibratoire, qui nous inspirent, qui nous font du bien, qui nous font sentir bien. Bien cultiver cela. Et puis, ceux qu'on sent qui nous dépriment ou nous agitent intérieurement, bien s'arranger pour mettre ça le plus possible de côté. Ça, déjà, c'est une bonne façon d'organiser notre vie. Et on trouve des moyens. Il y a beaucoup de moyens, disons, simples, pour faire des choses inspirantes. Et quand on est inspiré, c'est que notre âme est là. Oui, il y a beaucoup de choses, c'est bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que c'est Dieu pour vous? Dieu a été une représentation symbolique, je pense pour moi, d'une grande conscience universelle, mais que les êtres humains n'arrivaient pas à définir exactement, précisément. Alors on l'a appelé Dieu et on lui a donné des prérogatives un petit peu humaines. Mais maintenant, on dirait que Dieu s'élargit et devient beaucoup plus universel, beaucoup plus souple, je dirais beaucoup plus adapté à notre conscience actuelle. Donc, Dieu n'est pas quelque chose ou quelqu'un de placé sur un nuage quelque part qui regarde les péchés que nous faisons, pauvres êtres humains, mais c'est plutôt une grande conscience universelle dont nous faisons partie. Et cette conscience universelle est à l'extérieur de nous, mais elle est aussi à l'intérieur de nous. Puisqu'on sait que nous sommes tous un, nous faisons tous partie du grand champ d'énergie quantique, en physique on appelle ça comme ça. Et cette grande conscience, intelligence, bon, Dieu on le sait, on nous l'a dit, tout amour, bon, c'est ça, cette grande conscience qui est universelle, qui est tout amour, toute intelligence, toute beauté, toute création, cette grande conscience, pendant un certain temps on l'a appelé Dieu, c'est une façon de l'appeler Dieu, bon c'est correct, c'est pas faux, mais là maintenant on la voit peut-être d'une façon plus large, au-delà des dogmes, au-delà des systèmes de croyances. On pourrait dire que Dieu est partout, autour de nous, en nous, si on veut utiliser le terme Dieu, mais on peut l'utiliser d'autres noms, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la réalité qui est derrière le nom en tant que tel. Et cette réalité, on est en train de la découvrir de plus en plus, comme faisant partie de notre vie. C'est quotidienne. Ce n'est plus à l'église d'un côté et les autres choses à la maison. On dirait que cette grande conscience imprègne la totalité de nos vies maintenant pour
faire en sorte que notre monde change. Vous parlez de la grande transformation collective qui veut s'installer maintenant dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? De la grande transformation collective. Bien, il semblerait que maintenant, l'humanité soit arrivée à un temps où les consciences, les mentalités, les façons de voir les choses changent. Depuis longtemps, les êtres humains vivent dans un monde relativement difficile, on peut dire, qui n'est pas en paix. Et on dirait que les choses même se sont pas améliorées, on dirait ça, pour le moins, ne se sont pas améliorées dans les dernières décennies. Et on peut se poser la question, mais où va l'humanité maintenant? Et d'un certain côté, je peux apporter de très bonnes nouvelles, car ces difficultés que l'humanité confronte actuellement, à tous les niveaux, social, politique, économique, à tous les niveaux concrets, ces difficultés devront être une occasion d'un grand réveil. Car si on continue de vivre dans les mentalités anciennes, il est certain qu'on s'en va vers de graves problèmes. Je n'invente rien, je pense que tout le monde est bien au courant de cela. Par contre, si on commence à changer nos façons de coopérer les uns avec les autres, si on commence à changer nos façons de nous organiser les uns avec les autres, si on trouve de nouveaux moyens de s'organiser en tant que société et en tant que pays, alors là, on va trouver des solutions. Et il y a donc un grand vent de changement qui souffle sur la conscience collective. Pour moi, c'est la démonstration au niveau collectif de ce qui se passe pour un être humain. Un être humain, à un certain moment donné, est prêt à passer de la conscience de son égoïste, personnel, limité, à la grande et belle conscience de son âme. Eh bien, l'humanité en est là maintenant. Elle a assez souffert et ses souffrances vont lui permettre de chercher et de trouver des solutions différentes pour s'organiser en tant que collectivité. C'est sûr que ça ne va pas être facile, mais déjà, il y a des choses qui émergent, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de penser. Et beaucoup de gens dans le monde aspirent à ce nouveau monde, finalement. Un monde qui fonctionnerait sur des bases différentes de celles qui ont existé depuis longtemps. Vous croyez que le 2012 va être une année importante pour l'humanité? 2012 a été une date donnée par la tradition maya. Il est certain que, indépendamment des traditions, la science elle-même décrit un phénomène qui va arriver en 2012, qui est un alignement entre le centre de la galaxie, le Soleil et notre Terre, qui n'a pas eu lieu depuis 26 000 ans. C'est une situation effectivement un peu exceptionnelle. Et cet alignement, quelles vont en être les conséquences? Parce que c'est ça qui est intéressant. Quelles vont être les conséquences de cet alignement? Bien, c'est que la Terre physique va recevoir directement une quantité d'énergie cosmique énorme qu'elle n'a pas reçue jusqu'à présent, depuis 26 000 ans. Ça, ce sont les astrophysiciens qui disent ça, n'est-ce pas? Alors, ça, au niveau scientifique, cela a aussi une conséquence au niveau énergétique et au niveau vibratoire et au niveau de la conscience. Cela veut dire que d'ici 2012, pas seulement l'année 2012, mais d'ici 2012, et nous sommes en plein dedans, nous recevons actuellement des énergies qui n'ont pas été disponibles à l'humanité depuis très très longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces bouleversements sur notre planète. Bouleversements négatifs, d'ici, mais aussi bouleversements positifs, changements, désir de liberté, désir d'abondance, un désir d'un monde meilleur. C'est très aigu maintenant dans le monde. Ce sont ces énergies qui
aide, disons, à ce passage, car cela va nous entraîner vers un passage. Donc, ce n'est pas l'année 2012 seulement, c'est les années avant 2012 dans lesquelles nous sommes, où il y a beaucoup de bouleversements déjà sur la planète, et les années qui vont suivre. Il y a de grands changements qui vont s'installer sur la Terre. Et nous espérons bien sûr que ce sera des changements pour le mieux. Il faudra peut-être passer par des difficultés pour se réveiller suffisamment, mais j'ai confiance dans l'intelligence et le cœur des êtres humains, ou de certains êtres humains en tout cas, pour trouver des solutions qui vont nous permettre de créer un autre monde. Donc, il y a la possibilité, effectivement, que cette période de 2012 soit une période de grande transformation de notre monde pour un monde meilleur. Très bien. Mais nous avons eu un terrible accident nucléaire derrière moi. Oui. Est-ce qu'il y a aucune signifié pour vous? Certainement, et d'ailleurs j'ai écrit tout un texte sur notre site, qui est aussi en espagnol. J'ai écrit un texte à ce propos-là. Il est certain que des accidents de ce type, ce n'est pas le premier d'ailleurs, et ce ne sera peut-être pas le dernier, on aimerait que ce soit le dernier, mais des accidents de ce type nous rappellent une façon de gérer l'énergie qui soit plus sage. Il y a un besoin d'énergie définitivement grandissant pour faire fonctionner notre planète et les pays en tant que tels, mais il faut que cette énergie-là soit gérée et utilisée par des personnes sages et compétentes. Si ces sources d'énergie sont gérées par des personnes qui ne recherchent que le pouvoir et les profits financiers, à ce moment-là, on est en grand danger. Mais si ces sources d'énergie sont utilisées par des personnes sages, intelligentes et qui sont au service des peuples, la sécurité va être assurée et l'énergie va être produite. Donc, il y a là aussi, ne serait-ce que dans ces événements-là, un appel à un changement de conscience. On ne peut pas gérer l'énergie n'importe comment. Si on gère l'énergie à partir de l'égoïsme ou la recherche du pouvoir, on va vers de graves difficultés. Mais si on gère l'énergie à partir de la sagesse et du service au peuple, à ce moment-là, on va vers l'abondance. C'est deux états de conscience. Est-ce que tu peux parler de la théorie dissipative, que je trouve très intéressante? Oui, la théorie des structures dissipatives est une théorie qui a été établie par un prix Nobel, Prigogine, qui a reçu le prix Nobel justement pour ses recherches et que j'ai appliquée à ce qui se passe actuellement dans l'humanité. Je l'explique en détail, disons, dans le chapitre 6 de mon livre « Le maître dans le cœur ». Je peux en donner un bref résumé ici. Prigogine a fait des études sur des systèmes qu'il appelle des systèmes ouverts et fonctionnant selon le principe des structures dissipatives. Alors, pour faire un bref résumé, je dirais que l'humanité est peut-être considérée comme faisant partie de ce genre de système ouvert. Et ces systèmes ouverts et ces structures dissipatives ont une façon d'évoluer qui est très spécifique. Et c'est ça, ce en quoi consiste son étude. Donc, cela peut être une planète, ça peut être une cellule, ça peut être un organisme, ça peut être n'importe quoi, mais l'humanité est un système ouvert. Et la façon dont ces systèmes évoluent est la suivante, c'est que pendant un certain temps, ils évoluent, ils grandissent en complexité, en harmonie relative à l'intérieur et avec leur environnement. Mais à un moment donné, il y a une disharmonie qui s'installe, un déséquilibre intérieur et aussi extérieur. Et à ce moment-là, le système est en position vulnérable. Il arrive à un état de chaos. Et là, arrive un point de bifurcation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à ce point de bifurcation, le système a seulement deux possibilités. Soit il se détruit lui-même et disparaît dans l'environnement, ou bien, deuxième possibilité, il se restructure
mais complètement différemment, à partir de lois complètement différentes de celles qu'il utilisait précédemment. Alors, et à ce moment-là, il continue et il se recrée et il évolue. Et l'humanité est exactement là en ce moment, au point de bifurcation. C'est-à-dire on est dans un état de chaos, on s'entend bien sur la Terre actuellement, ce n'est pas la paix totale, n'est-ce pas? Donc, il y a un chaos général, on est là et on a deux possibilités, soit de s'autodétruire, effectivement on a tout ce qu'il faut pour s'autodétruire au niveau atomique, au niveau écologique, on peut avoir cette position-là, cette possibilité qui se réalise, mais on a aussi la possibilité de se recréer, c'est-à-dire de restructurer notre système humain, disons, différemment, restructurer toutes nos sociétés, nos gouvernements, notre organisation planétaire, mais il va falloir que ce soit à partir de principes complètement différents. Et ce que j'apporte dans le Maître dans le cœur, c'est que nous avons aussi ces principes différents. Ils sont entre nos mains. Autant on a la possibilité de s'autodétruire, autant on a aussi la possibilité de se recréer à un niveau supérieur. Mais ce niveau supérieur va reposer sur quoi? Il va reposer sur des valeurs complètement différentes de celles qu'on a eues jusqu'à présent. C'est-à-dire, au lieu que l'on fonctionne dans la peur, dans l'agressivité, dans le manque, la pénurie, la souffrance, le malheur, la séparation, l'égoïsme, etc., l'orgueil et le pouvoir abusif, au lieu que l'on fonctionne à partir de ces valeurs anciennes, eh bien, le nouveau monde qui peut se créer va se créer à partir des valeurs supérieures d'amour, de coopération, de partage, de respect, de fraternité, de compassion, de bonté. Toutes ces belles valeurs, disons, elles existent dans l'esprit humain. Elles sont disponibles et nous n'avons pas le choix. Soit nous passons dans ce monde nouveau basé sur ces valeurs supérieures et à ce moment-là, l'humanité va évoluer et va créer un monde superbe, de beauté, d'abondance, de justice, de liberté. Mais si nous ne faisons pas cela, cela risque de tourner mal. Mais je pense que cela ne tournera pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui sont prêtes à vivre à partir de ces valeurs supérieures. Ce n'est pas tout le monde encore, mais tranquillement, de plus en plus de personnes sont intéressées à vivre dans un monde différent. Vous êtes positive à respect. Oui, oui, oui. Et je travaille pour cela. Pour ça, nous travaillons pour cela. Exactement, nous travaillons pour cela. On met toute notre énergie, et notre amour et notre disponibilité pour aider ce passage dans un monde nouveau. Il faut que nous soyons nombreux pour que ce passage puisse se faire, c'est sûr, mais on peut le faire. Si on est assez nombreux, il va se faire, ce passage. Vous pensez que nous avons déjà la masse critique qu'on nécessite pour ça? Je ne peux pas le dire, j'aimerais pouvoir le dire. La seule chose que l'on peut dire, c'est que plus nous serons nombreux à vivre à partir de ces valeurs du cœur, justement, du cerveau, du cœur, eh bien, plus on a de chances de créer rapidement un nouveau monde, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants et nos générations futures. Peut-être qu'il y a des énergies qui nous aident à ces procès parce que dans votre écrit, dans le site de l'Institut par exemple, vous parlez de la grande force de la lumière, vous parlez de l'effet des étoiles. Qui sont les frères des étoiles? C'est un nom que l'on a donné, disons. Simplement, ce sont des énergies supérieures. On vit dans un monde d'énergie, on le sait, la science elle-même en parle, et nous vivons à un certain degré de conscience, donc un certain degré d'énergie, et nous sommes entourés d'autres taux vibratoires, des inférieurs bien sûr, mais cela on les évite, mais aussi d'énergie supérieure, très très positive et très bienfaisante. Ce sont ces énergies-là auxquelles nous faisons appel pour nous aider effectivement. Ce sont, on pourrait dire, des consciences supérieures et des forces supérieures. Ce qu'on peut appeler, par exemple, les forces du bien, les forces de l'amour,
Ces forces-là existent dans l'univers. Ce sont des forces conscientes et on peut y faire appel. C'est bien. Oui. Et quand les humains en évolution, où est-ce que nous allons? Où allons-nous? Ça, c'est une grande question. Où allons-nous? Il y a d'autres mondes, ou d'autres planètes, ou il y a des autres niveaux je ne sais pas. On peut faire beaucoup de philosophie par rapport à cela. Pour moi, je reste simple. Je pense que ce que nous avons à faire en tant qu'humanité, c'est de créer sur cette planète un monde de beauté, d'amour, de liberté, de justice, un monde beau et bon pour tous. Si on arrive à faire cela, à ce moment-là, d'autres choses vont éventuellement se présenter à nous. Mais c'est notre premier travail, c'est de faire le nettoyage de cette planète qui souffre actuellement, autant dans tous les règnes de la nature, autant les humains que le règne végétal, le règne animal et même minéral. Tout cela est en état de disharmonie actuellement. Donc ce que l'on a à faire, c'est vraiment recréer une harmonie sur notre Terre ici, avec l'aide bien sûr d'autres énergies plus élevées que nous. Et si nous arrivons à cela, bien après nous verrons l'étape suivante. Après on parlera. Oui, on verra s'il y a d'autres choses à faire. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est vivre, Annie? Quel est le sens de notre vie? Bien, le sens de notre vie rejoint un petit peu la question précédente. Le sens de notre vie, c'est d'arriver justement à élever notre conscience, se dégager de toutes les limitations de notre ego et arriver à vivre à partir du cerveau qui est dans le cœur, du maître qui est dans le cœur. Arriver à vivre à partir des désirs de notre âme. C'est ça le but. Le but de notre vie, c'est d'arriver à se dégager de toutes les limitations que l'on porte en soi et qui vont nous permettre de vivre dans la lumière de notre âme, mais vivre concrètement dans nos actions quotidiennes, c'est-à-dire que notre présence soit une bénédiction pour tous les gens qui nous entourent, qu'on puisse apporter du bon et du bien autour de nous et se sentir bien à l'intérieur de nous aussi. Donc le but de notre vie, c'est de contribuer à la beauté, à la lumière sur cette terre. Joli. Pour finir, est-ce que vous êtes en train d'écrire un autre livre peut-être? Quels sont vos projets? Oui, j'ai 2 livres en cours. 2 livres, pas loin. Et plusieurs dans ma tête en plus. Mais en cours, j'ai 2 livres. Un sur justement cette fameuse période de 2012 pour essayer de mettre les choses simples et arrêter de craindre, arrêter d'avoir peur. Il n'y a pas de peur à avoir. Il y a un grand, merveilleux processus de transformation qui est en train de se faire et on peut y participer. Donc pour faire comprendre que cette période de l'humanité de 2012 est une période extraordinaire de transformation et d'opportunité pour créer des choses nouvelles et bonnes et belles pour tous. Alors ça, c'est un premier petit livre que je veux écrire, que je veux finir, parce qu'il est commencé rapidement. Et puis l'autre, c'est un livre sur la capacité de créer notre abondance à partir de notre âme. Donc un livre sur l'abondance. Oh, c'est bien. Donc si tu as quelque chose à dire, quelques messages, quelques paroles Pour finir, bien, je pourrais dire, disons un petit peu ce que je viens de mentionner au niveau de notre période particulière de l'histoire de l'humanité. On a une chance extraordinaire de vivre dans ce temps où l'humanité va changer complètement sa façon de faire, sa façon de vivre. On va être témoin dans les 10, 20, 30 prochaines années qui s'en viennent de changements extraordinaires. Et surtout, ne pas avoir peur, ne pas craindre, même s'il y a des difficultés matérielles ou psychologiques momentanées, ces difficultés peuvent nous mener vers une création meilleure de notre monde. Donc surtout, ne pas tomber dans la peur, mais rester dans un état de centrage intérieur, de paix, de conscience, et avec le meilleur de notre cœur, faire ce que nous avons à faire pour nous aider et aider les autres autour de nous. Et ainsi, on va
ensemble créer un nouveau monde. Merci beaucoup, Annie. Bienvenue, cela m'a fait plaisir.